Je suis Nicolas Pierron. Donc moi j'ai commencé la vigne en 2006 par hasard. J'ai jamais mis les pieds dans une parcelle de vigne avant. Le seul contact que j'ai avec le vin, c'est en fait quand j'allais au supermarché acheter une bouteille de rouge à 4,50 € pour faire la soirée avec les copains. Et du coup, je suis arrivé en 2006 au château de Vaux. Ils ont eu la patience de tout m'apprendre là-haut, enfin surtout le travail de la vigne. Et j'ai vécu là-bas la conversion bio-biodynamie. Donc ça, c'était quand même une révélation. Puis avoir mal au ventre toute la saison de l'été, quand tu palisses notamment. Moi j'ai déjà vu l'effet sur moi en fait, c'était assez impressionnant. Et puis après l'effet sur les sols. Puis ça sent bon l'humus en dessous, où ça se décolle tout seul et voilà, et ça ouais, je l'ai vu en 2-3 ans, on a pu le percevoir. C'était vraiment une révélation, quoi. Bonjour à tous, de retour en Moselle à la rencontre de Nicolas Pierron du domaine Enivrance. Content de pouvoir suivre cette région viticole trop méconnue et pourtant majoritairement bio, et qui peut exprimer des profils bien différents. C'est le cas de cette cuvée André, qui était l'une des 2 bouteilles de vin naturel de la box mensuelle Jus de la Vigne. Comme d'habitude, plus d'infos sur l'abonnement sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo. Moi je suis originaire d'un petit village en Meurthe-et-Moselle, donc entre Pont-à-Mousson et Commercy, donc un petit village qui s'appelle Fliret, d'une famille de paysans. Mon grand-père et mon oncle étaient éleveurs de moutons, mes parents sont éleveurs de chèvres. Connaissant la Moselle, moi j'avais pas mal de contacts, donc notamment Damien Jaspard qui avait les vignes ici avant moi, qui est un ami. En rentrant de ce voyage à vélo, donc j'ai travaillé chez mes voisins actuellement, le domaine Uri Schreiber, où j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est lors de ce travail-là que Damien m'a dit qu'il souhaitait arrêter et que si je le souhaitais, il y avait ces vignes à reprendre, quoi. Donc j'ai réfléchi. Parce que c'est pas anodin quand même, surtout que quelques mois auparavant, ma femme annonçait que j'allais être papa. Donc voilà, donc les choses sont un peu précipitées et à force de réfléchir. Et puis surtout, Damien a vraiment joué le jeu puisqu'il m'a donné tous ses bilans. J'ai pu me projeter et voir ce que lui avait fait et ce qui était éventuellement possible de faire et d'avoir une base solide de réflexion. Au final, c'est ma femme qui m'a dit attends, c'est ton rêve, donc vas-y quoi, vas-y et puis on verra. Et puis finalement, on y est, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Et après, niveau économique, voilà, je suis en location actuellement, que je loue les vignes et le bâtiment. J'ai racheté le matériel grâce à ma dotation de jeune agriculteur. Donc tout ça, c'est toute cette parcelle-là est à toi du coup. Cette parcelle-là, ouais. Donc moi ici j'ai uniquement les vignes basses, puisque j'ai repris le domaine Jaspard et il a été formé en Bourgogne. Donc pendant l'occupation, il s'est fait expulser en Bourgogne. C'est où c'est à Volnay. Donc il a pris le travail de la vigne et quand il est revenu, il dit moi j'ai appris le travail de la vigne, il y a un coteau chez moi, donc j'ai planté des vignes. De l'argent. On a cette chance en Moselle, c'est que finalement qui est pas beaucoup de surface viticole, il y a 75 hectares à peu près sur la Moselle. On est 16 vignerons et du coup c'est vrai que c'est pas mal morcelé et on a la chance aussi dans le village d'avoir une distillerie, la distillerie de Mélanie, et du coup on retrouve ces vergers un petit peu en dessous et il y a encore des vergers familiaux dans le coin, il y a de la forêt. C'est vrai que cette diversité, c'est juste magique, quoi. C'est magnifique. Et puis pour les animaux aussi, la biodiversité, du coup j'ai l'impression qu'il y a moins de prédateurs aussi que par exemple en Alsace, notamment que la Drosophile Suzuki là en 14, quand j'étais en Alsace, ça a été assez terrible. Donc ça c'est vraiment une chance. Malgré tout, j'ai envie de m'orienter vers l'agroforesterie, quoi, de planter des arbres. Parce qu'en 2019, on a échaudé beaucoup, donc 15% de pertes dû à l'échaudage. Ramener des arbres pour amener encore de la biodiversité, un petit peu d'ombre aussi. Là, c'est le projet des prochaines années. Puis le problème aussi, il est sur la vie en général, sur les sols. 2019, j'avais fauché tous les rangs, j'avais tondu l'herbe et par endroits, en fait, l'herbe avait cramé et c'était devenu lunaire, quoi. Pour moi, c'est pas acceptable, quoi, que le sol soit à poil comme ça. C'est quelque chose qui ne me fait pas du tout vibrer. Donc c'est pour ça que 2020, j'ai pas fauché l'herbe, cette année non plus. Voilà. Là, je vais passer cette semaine ou la semaine prochaine avec un rouleau faca pour la coucher. Donc toutes les graminées qui sont bien mûres, là, elles vont vraiment bien se coucher. Mais sinon les autres vont se relever et puis il faudra faire un autre passage dans la saison, peut-être 1 ou 2 en fonction des maturités et puis de comment ça pousse. Le fait que tu aies des vignes en taille basse, ça change quelque chose au niveau du travail justement? Est-ce que tu dois coucher plus souvent les herbes, plus souvent les faucher? Qu'est-ce que ça change exactement? Ouais, c'est pas évident, surtout quand j'ai travaillé sur des vignes hautes avant. Aborder même le palissage, quand est-ce qu'il faut relever, comment faire, et puis passer avec les engins tout de suite, il y a les raisins qui sont là. Donc c'est vrai qu'il faut faire les opérations au bon moment. Après, surrouler l'herbe, non, parce que l'année dernière,
j'avais beaucoup d'herbes comme ça, j'avais pas encore construit mon faca. Du coup, toute la floraison s'est passée dans l'humidité et dans l'herbe. Pourtant, j'ai pas eu de grosses coulures, j'ai pas eu de gros millerandage, pas eu de maladie non plus. Et globalement, j'ai eu un bon rendement, quoi. Des fois, ça sert surtout à rassurer le vigneron. Et si le vigneron est rassuré, après, la vigne est bien. Ça va te plaire. Comment tu présenterais les vins de Moselle à quelqu'un qui connaît pas du tout les vins de Moselle? C'est une question très compliquée parce que, en fait, les décrire, ça voudrait les mettre dans une boîte. Et c'est la réflexion que je suis en train de me faire, quoi. Je pense qu'il faut parler de vin en général. Le vin de Moselle, ça va dépendre du vigneron, de la sensibilité du vigneron, du matériel végétal qu'il a. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. J'ai quasiment que de la sélection massale, donc des vignes plantées entre 1950 et 1975, qui font des vins assez amples, droits, mais quand même avec de l'ampleur, de la puissance. Principalement de l'auxerrois, alors que classiquement l'auxerrois, on voit ça plutôt comme un cépage assez léger, très vif, très tendu. Et les miens ne le sont pas, quoi. C'est compliqué de résumer, mais après, généralement, vin de Moselle, on est sur des vins quand même assez frais. Plutôt une belle acidité. Alors des fois les gens ils viennent, ils disent ah ben voilà j'ai déjà goûté des vins de Moselle ou j'aime pas les vins de Moselle ou ils s'attendent à quelque chose et bien souvent ils sont surpris quoi. Ouais, moi ça fait 2 millésimes, le premier j'ai fait 37 et le deuxième 41. Donc voilà, donc quand même pour ces vieilles vignes là, avec mon mode de culture, ma façon de voir les choses. C'est du coup avec toute cette concurrence avec l'herbe. Voilà, je suis super content de ça, quoi. Il y a de tout, il y a de la diversité et je pense que la nature me donne, quoi. Enfin, j'accompagne aussi pour qu'elle me donne. Hein. Moi, mon idée, c'est de travailler avec le vivant et pas de lutter contre. Donc de faire du préventif et puis travailler avec la vie, quoi. C'est pour ça qu'il y a les herbes, c'est pour ça que j'ai envie de mettre des arbres, j'ai commencé à replanter, à mettre des rejets spontanés, à bien les placer dans les vignes. Et vraiment accompagné avec des produits bio, cuivre et soufre. Mes parents font du fromage de chèvre, donc voilà. Donc je récupère le petit lait de chèvre pour traiter contre le idiome, avec une petite dose de soufre. Justement, ça me permet de diminuer la dose de soufre. Et c'est vrai qu'à terme, j'aimerais vraiment me mettre davantage travailler avec les plantes. Ortie, prêle. C'est des choses que j'avais fait au début et puis là par manque de temps et puis d'énergie j'ai l'impression aussi un petit peu. C'est des choses que j'ai pas reconduit pour cette année mais vraiment que j'aimerais mettre en route pour la suite, quoi. Là c'est de l'enherbement spontané du coup, tu fais pas de semis ou de choses comme ça? Là c'est que de l'enherbement spontané. Je vais faire un semis à l'automne parce que je me disais j'ai une parcelle là qui fait vraiment très peu de raisin et je pense que le sol est un peu bloqué, quoi. Il se passe quelque chose, il est tassé, il y a de l'eau qui coule dedans tout l'hiver. Donc là à l'automne j'aimerais faire un semis dedans pour essayer de lui apporter un petit peu à manger, quoi, essayer de redynamiser ce sol. Mais sinon là globalement non, ça me plaît bien, c'est beau. Du coup 2,5 hectares, c'est possible de les gérer tout seul, c'est compliqué? Comment... 2 hectares, ouais. 2 hectares, ouais. Si t'es organisé, c'est possible. surtout la taille, tirage des bois. Les travaux d'hiver, ça fait du boulot. Après, le palissage, je trouve que ça se fait bien sur les vignes basses. Donc c'est la plus jeune parcelle du domaine, plantée en 1975. Beaucoup d'auxerrois. Il y a 2 arts de pinot noir et puis 5 arts de pinot meunier. Tu vendanges tout en même temps du coup? Non, généralement, alors les pinot meuniers ça va dépendre du millésime. Alors cette semaine, il va falloir rouler l'herbe, parce que là elle est bien mûre quand même, et puis avec les orages qu'ils annoncent, pour que ça puisse sécher rapidement après. Bon, on arrive à l'été aussi, donc il faut couvrir le sol, le protéger du soleil, protéger tous les micro-organismes, et puis aérer la partie en l'air. Et puis là on arrive à la fleur, donc là on commence à la floraison, et du coup pour que la fleur se passe bien, là, qu'il y ait de l'air, que ça soit bien chaud, se passe bien et vite. Est-ce que c'est pas frustrant de temps en temps que toutes les idées dont t'entends, ça va mettre plusieurs années avant d'avoir leur impact, leur effet? Tu parlais d'agroforesterie, tu vas planter un arbre, il va falloir attendre 5-10 ans avant de voir les premiers effets sur ce qui t'entoure. Pas forcément, a priori, les premiers effets se voient dès la 2e année. Donc il y a la présence des mycorhizes dans le sol. Après c'est vrai que pour l'effet d'ombrage, même si tu veux mettre des pêches de vigne, l'effet production fruitière, oui là il va falloir attendre, c'est clair. Mais en même temps c'est ce qui est passionnant. T'as des idées, c'est plein de choses. Déjà le rouleau faca, celui que j'utilise, je l'ai auto-construit l'année dernière, je l'ai bricolé quoi, mais parce que j'ai pas le choix. Je viens de se lancer, voilà, toutes les économies sont parties dans le domaine, le rachat du matériel, donc il faut se débrouiller.
C'est toi qui l'as fabriqué alors? Ouais, je pourrais le faire à la main. Hein. J'allais dire, je vais prendre des images, le vigneron qui le fait à la main sur 2 hectares, ouais, c'est compliqué, mais bon, voilà. Ouais. Tu vois la descente. Souvent, j'entends dire que la cire d'abeille, c'est pas possible de cirer les bouteilles avec, et toi, tu dis que... Voilà, moi je le fais. D'accord. Tu colores du coup la cire, c'est ça? Non, je la laisse nature. En fait, je la chauffe assez fortement. Pas jusqu'au point d'ébullition parce qu'après ça fait des petites bulles. Et du coup quand tu cires, tu retrouves les petites bulles sur le goulot. Je trouve ça pas très esthétique. Mais en fait c'est vraiment à la limite quoi. Donc vraiment qu'elle soit bien liquide. Et en fait la couche est tellement fine. A priori quand tu chauffes fort la cire, elle a tendance un petit peu à noircir. Le fait qu'elle noircisse plus le fait que la couche soit fine et un petit peu transparente. Avec la couleur de la bouteille ça fait cette impression de noir quoi. Et si tu la casses, tu la regardes, elle a l'air plutôt jaune. Ok. Ça enregistre déjà? Bah, où est-ce qu'on est, Nicolas? Donc on est dans la cave, donc c'est une grange qui me sert de cave. Donc là on est dans l'espace cuverie qui est au fond et elle est semi-enterrée. Et donc du coup bah, c'est déjà une cave qui est vivante, hein, où le vin vivait déjà ici, donc c'est déjà ensemencé, c'est vivant. Les fermentations en fait partent de façon spontanée très vite. Quoi. Tout de suite, ouais. C'était une de tes craintes sur ton premier millésime, justement, la fermentation? Ouais, bah, le premier millésime, alors moi première vinification tout seul. Moi mon idéal c'est les vins sans intrants. Donc voilà, mais ouais, comme c'était vraiment flippant. J'ai eu ça avec mon œnologue, il n'est pas spécialisé en vin nature, et qui m'avait dit écoute, voilà, moi je serai toi, je sécuriserai le truc, je levurerai une cuve, je sulfiterai très légèrement, levurerai, et puis après tu vois ce qui se passe quoi. Mais au moins tu as cette cuve là qui est partie, et tu peux jouer avec les autres en indigène, en nature si tu veux même. Mais par contre, tu as cette cuve là, et si jamais les autres patinent, tu peux ensemencer avec cette cuve. Quoi. Donc voilà. Et puis moi, quelque part, ça m'a rassuré parce que voilà, quand tu as une cuve de 27 hectos, qui représente à peu près le tiers de ton volume, et voici celle-là, elle part en sucette. Bah derrière, ouais, voilà, tu peux mettre la clé sous la porte. Quoi. Moi, c'est la réflexion que j'avais. Et puis, comme je te disais, je suis papa d'une petite fille aussi. Voilà, il y a une vie de famille, un foyer. Donc voilà, il faut réussir à en vivre de cette activité. Donc, je me suis tranquillisé l'esprit en sulfitant et levurant quelques cuvées le premier millésime. 2020, c'est le saut. C'est le saut pour le moment. Alors je dis bien pour le moment il y a 0 intrant dans la cuverie. J'ai des flacons de SO2 à côté, mais voilà, j'espère ne pas avoir à les utiliser, mais s'il faut le faire, on les utilisera avec parcimonie parce que l'idée c'est de faire du vin et qui soit buvable et éviter trop grosses déviations. Quoi. Pourquoi c'est ton idéal du coup les vins sans intrants? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir ces vins? C'est plus que j'en ai goûté. C'est vraiment la dégustation de ces vins-là en fait, qui m'ont provoqué des émotions. On est allé visiter des domaines, on est allé goûter des vins, et le premier domaine qu'on est allé visiter, c'est chez Pierre Frick. Donc, voilà. Et il nous avait servi, et ça je m'en souviendrai, ça c'est gravé, un blanc de noir, en tranquille, parce que du coup il n'avait pas pu faire de crément sur cette parcelle-là l'année-là, pour des raisons administratives. Et du coup il a fait un blanc de noir, et en fait c'était juste extraordinaire. J'ai encore le souvenir du biscuit de Reims là, à fond les ballons. C'était une belle tension, c'était vraiment très très bon. Sinon, si c'est tout est linéaire, c'est un petit peu ce que je peux reprocher aux vins, on va dire, conventionnels, même bio, enfin les vins levurés, sulfités. Pour moi, c'est un peu trop pareil, tout ça. Et je m'étais fait la réflexion lors de la première dégustation d'agrément à laquelle j'ai participé avec mes vins.
Mhm. En fait, j'étais sur la table des vins blancs et je savais qu'il y avait le mien dans le lot. Et en fait, j'ai pas réussi à le reconnaître. Donc il y avait 5 ou 6 vins qui, pour moi, avaient la même trame, quoi. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bazar, quoi. J'ai trouvé ça dommage. Où est la patte du vigneron, finalement? Où est la... C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est ça la typicité normalement d'un terroir, d'un lieu, c'est que ça se retrouve. Et pour toi, la pâte du vigneron a la même importance. Comment elle se retransmet, la pâte du vigneron, dans un vin? Comment est-ce que toi, tu appliques ta pâte, et qu'est-ce que c'est que ta pâte? Oh, la question. Quelle sacrée question. En fait, pour moi, le vigneron, il va passer son énergie déjà à la vigne. Mhm. Donc déjà, en travaillant à la vigne, les travaux que tu vas faire à la vigne, les travaux du sol, pas travailler les sols, enfin voilà, tu vas décider à un moment, et des fois décider à un moment par rapport à un autre, c'est ce qui peut faire la différence en fait, c'est tous ces choix en fait, c'est toute cette succession de choix tout au long de la saison, de travail à la vigne, et puis après effectivement dans la vinification aussi, qui fait que c'est la pâte du vigneron quoi, au final, et c'est ce qui va faire la différence d'un vigneron à l'autre. Mais je pense que même au-delà de ça, si tu donnes les deux mêmes jus, enfin les deux mêmes raisins qui viennent d'une même parcelle à des vignerons différents, les vins seront différents. Quoi. Donc ça c'est... Ouais, ça, j'en suis intimement persuadé. Alors moi j'ai beaucoup de mal à parler de mes vins, à les voir comme ça. Tu les as déjà présentés sur un salon à des particuliers, tes vins, ou pas encore? Avec le Covid, avec tout ce qui s'est... Moi je suis officiellement installé depuis le 1er janvier 2020. Ouais. J'ai fait, en 2020, j'ai fait 2 salons. Ça doit être intéressant justement quand tu viens de t'installer, que c'était jus de... Ouais, c'est flippant. Le premier salon était vraiment... ouais, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Ouais. Mais c'est flippant de voir le retour et puis de choisir aussi le prix de vente. Comment tu choisis ce prix de vente? Est-ce que les gens vont le trouver en adéquation avec ce qu'il y a dans la bouteille? Voilà. Mais globalement, ça s'est bien passé. Et en fait, c'est se jeter dans le bain. Quoi, c'est compliqué. Comme à chaque fois. Pour moi, en tout cas, comme à chaque fois. Et quand c'est son propre travail, ouais, on a une pudeur supplémentaire. Ouais. C'était stressant. La première journée, là, j'ai pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Qu'est-ce qu'André déjà? Alors, André et eux, donc c'est la grand-mère Jaspard. Donc c'est la dame qui a planté les vignes avec son mari Gabriel, donc entre 50 et 75, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et en 2019, lorsque j'étais salarié du domaine Jaspard, c'est elle qui collait les étiquettes, elle faisait un petit peu de vente dans sa cuisine. Et en fait, appeler ce vin André, c'était leur rendre hommage, puisque en fait, eux, ils ont toujours fait ce type de vin sur le domaine, et pendant un moment, ils ne faisaient que ça. Donc André, qui est un assemblage auxerrois Pinot Noir. Du coup, en 2019, j'avais fait un assemblage 85% d'auxerrois, 15% de Pinot Noir, avec une macération de 10 jours en vendanger grappé. Donc voilà, et pendant cette macération, en fait, j'avais perçu un côté bonbon, un côté sur le fruit, très agréable, qui me plaisait beaucoup, quoi. Et du coup, mais j'avais quand même laissé la macération aller au-delà, parce que je voulais aussi de la matière, un petit peu de tanin. Et du coup, pour moi, sur 2019, c'était un petit peu ma déception, entre guillemets, parce que du coup, il y a un petit peu trop de tanin à mon goût. Et donc du coup, 2020, j'ai vraiment essayé de retrouver ce côté fruité. Et du coup, j'ai fait une infusion de pinot noir dans un jus d'auxerrois. Donc l'auxerrois que j'ai pressé directement, et dans lequel j'ai mis 10% de pinot noir en vendange foulée et grappée. Et puis une infusion de 5 jours. Au bout des 5 jours, j'ai enlevé donc les raisins. Et du coup, voilà, ça a coloré le vin, et surtout, on a retrouvé ce côté bonbon sans les tanins, quoi. Et c'est vraiment ce que je cherchais. On a une expérimentation par an.